Donc, bon, la dernière présentation d'aujourd'hui, c'est moi qui l'ai fait. C'est Alexandre Larouche, l'organisateur principal du bootcamp, en passant. J'ai comme dit pas à matin, en fait, l'absence de ça. Puis aujourd'hui, mon but, c'est un peu de vous montrer comment vous pouvez accélérer vos XP avec l'HPC. Le HPC, c'est comme un bel acronyme. Je vais vous dire c'est quoi bientôt. Donc, je vais commencer avec qui suis-je. Moi, c'est Alexandre Larouche. Je suis étudiant en doctorat en informatique, puis je m'intéresse beaucoup à l'apprentissage par renforcement. Dans un contexte d'application d'interprétabilité, puis j'aimerais bien ça, à terme, lier ça avec la causalité, mais ça, c'est wishful thinking. Puis aussi, la pertinence de moi qui vous parle de ça, c'est j'ai travaillé chez Calcul Québec, qui est un provider de HPC au Québec et au Canada, publiquement, pour les académiques. Donc, je suis, j'imagine, un peu qualifié pour vous en parler. Je fais aussi un avertissement. Bon, cette présentation-là a fait la mention de ligne de commande terminale. Ça peut ne pas être approprié pour tous les publics. Les gens qui ont comme pas du terminal encore, vous allez voir qu'à terme de vos études, probablement qu'il faudra que vous passiez par-dessus ça. Cependant, le public est encouragé à comprendre la mécanique générale de ce que je vais vous montrer et pas nécessairement à retenir par cœur les commandes que je vais passer. Parce que, à quelque part, utiliser les ressources de calcul HPC, c'est connaître des lignes de commande, mais ça, c'est tout le temps disponible en ligne, comme tout, souvent en informatique. All right. Donc, les objectifs aujourd'hui que je vais essayer de remplir, en fait, c'est de répondre aux 4 questions suivantes. Donc, d'abord, c'est quoi le HPC ou le CHP en français? Je vous dis toujours pas c'est quoi. Je vais vous tenir en haleine tout le long. En fait, je ne vous le dirai pas jusqu'à la conclusion. Mais, ensuite, je vais essayer de vous convaincre sur pourquoi est-ce que vous devriez faire ça. Ensuite, une fois que je vais vous avoir convaincu, parce que c'est sûr que je vais vous convaincre, c'est de comment vous allez pouvoir y accéder, oui. Oui, ça marche sur les Macs parce que tu as besoin d'une ligne de commande puis de SSH. C'est-à-dire que ça ne marche jamais sur ton Mac. Spécifiquement, ça marche tout le temps sur une autre machine. Puis finalement, comment je l'utilise en tant qu'étudiant ou chercheur. En fait. All right. Donc, le HPC ou le CHP, c'est quoi? Bon, tout ça pour dire, c'est un gros ordinateur. Écoute. Ça, c'est à droite, on voit l'image en haut, c'est Colosse. En fait, c'est dans l'ancien accélérateur de particules ici à l'Université Laval. C'est le superordinateur qu'on avait qui était composé, Colosse, il me semble, uniquement des processeurs, des CPU. Puis dans le fond, c'est juste du matériel dédié au calcul. Du calcul de haute performance, c'est du matériel dédié au calcul avec des logiciels qui sont optimisés pour ça, donc pour faire de la recherche. Et donc, en gros, on calcule plus rapidement qu'avec ton laptop, ton pauvre petit laptop, mes 2 laptops que j'ai massacrés, qui sont vraiment tannés de moi. Mais bon, écoute, à l'époque, je savais pas ça. Fait que j'espère vous éviter cette erreur-là. Et en bas, on a l'image de Mathieu qui me dit « T'aurais sauvé du temps en roulant sur Calcul Canada ». Mais en fait, il ne me l'a jamais dit parce que j'avais déjà travaillé chez Calcul Canada avant de venir au laboratoire. Mais en tout cas, c'est son mime des années précédentes. Cool. Puis là, juste pour vous donner une idée de c'est gros comment un superordinateur, bon, on voit, tu sais, vous, là, en fait, vous avez un processeur. Si vous êtes chanceux, vous avez une carte graphique dans votre ordinateur ou votre laptop avec quelques gigs de RAM et peut-être genre un 512 gigs de stockage. À moins que vous soyez des gamers, vous avez probablement 10 Tera à cette heure. C'est à peu près ça la grosseur d'un jeu. Fait que c'est gros comment. Tu sais, là, je vois, ça, c'est le chart de Beluga, en fait, qui est un des serveurs qu'on a à Calcul Canada, ou en fait, Feu Calcul Canada. Et c'est environ 40 000 cœurs, 200 000 gigs de RAM, puis 700 GPU. Juste ça. En fait, c'est quand même pas pire, moi, je pense. Et donc, pourquoi est-ce que vous devriez faire du HPC? Bon, c'est pour faire des expérimentations qui sont plus rapides, qui peuvent rouler simultanément au lieu d'avoir des expérimentations séquentielles sur votre laptop qui est en train de souffrir et de crier à l'aide. Fait que finalement, c'est d'accélérer votre recherche puis d'éviter d'avoir un laptop qui est tout brûlé en haut. Mais aussi, ça réduit ton coût personnel de recherche. Parce que l'air de rien, mais rouler sur ton laptop, c'est lent, c'est pas très optimisé. Donc, ça te coûte à toi ton temps. Ça te coûte aussi des composantes électroniques parce que si ta carte a blow up, c'est toi qui la payes. Donc, il y a ça. Puis aussi, l'air de rien, si vous payez votre électricité parce que vous avez des propriétaires ou, en tout cas, si ce n'est pas vos parents, en fin de compte, qui payez, petit chanceux, bon, ben, ça vous coûte cher l'électricité, l'air de rien. Et donc, Calcul Canada, c'est le GigaChat, 50 expériences de 3 heures en 6 heures. Et tu as le local Bunk Virgin, qui est 50 expériences de 3 heures en une semaine totale. Puis ça, à gauche, c'est moi pendant ma maîtrise avec tous mes collègues. Puis à droite, c'est mes collègues qui disent « Non, mais roule ça sur une tour, ça prend moins de temps, tu n'as pas de file d'attente. » Je suis comme « Mais quand j'ai la file d'attente, moi, je finis en 6 heures. »
Et donc, c'est ça l'intérêt du HPC, ou du High Performance Computing, en fait. C'est un gros ordinateur qui accélère ta recherche et qui diminue tes coûts. Donc là, je vous ai convaincu. En tout cas, j'espère. Si je ne vous ai pas convaincu, je vous attends dans le parking tantôt. Bon, donc, comment est-ce que vous pouvez accéder à ça? En passant, je ne fais pas des vraies menaces. Là. En avant, ils sont en train de rire, je vous le promets, ceux-là en ligne. Donc, vous pouvez faire affaire avec une compagnie privée, notamment, il y a des services comme Azure ou AWS qui vous permettent d'accéder à beaucoup de ressources de calcul, faire vos expériences plutôt rapidement. Ça coûte quand même des bidous, des gentils dollars. Donc, alternativement, vous êtes chanceux, vous faites partie de l'Université canadienne et probablement que vous êtes affilié à un chercheur académique canadien, si vous êtes ici. Et donc, vous pouvez accéder à l'Alliance de recherche numérique du Canada et non pas l'Alliance de World of Warcraft. Vraiment, cette alliance qui est un petit peu plus boring, mais un petit peu plus utile en général. Ou vous pouvez faire un entre-deux avec Magic Castle, qui en fait déploie l'API de logiciel de l'Alliance de recherche numérique du Canada sur un cluster qui serait hosté par une compagnie privée comme Azure ou AWS. Magic Castle, d'ailleurs, super beau projet auquel j'ai participé de manière très mineure. C'est-à-dire j'ai fixé un typo à quelque part dans leur documentation. Et donc, bon, là, je fais une petite parenthèse pour obtenir l'accès au grade de calcul de l'ARN. Bon, il faut que d'emblée que votre directeur, directrice de recherche ou co-directeur, directrice de recherche, il faut que cette personne-là ait accès déjà au grade de calcul. Heureusement pour eux, ils sont des chercheurs probablement académiques, ils peuvent simplement faire la demande et ça, c'est gratuit. Donc, il n'y a comme aucune bonne raison de ne pas avoir accès à ces ressources-là, si vous avez un chercheur académique. Puis, peu importe c'est quoi son domaine, hein, ça veut dire que les gens en Sciences Po, vous y avez accès, il y en a qui y a accès. Donc, pour y accéder, tout simplement, faites une demande de compte à l'ARN, idem pour votre professeur associé. Puis, ben, c'est tout. Vous avez maintenant accès à plus de 4 super ordinateurs, plus parce qu'il y en a qui sont comme offline, semi, mais vous avez quand même accès. Puis donc, énormément de ressources de calcul avec lesquelles faire vos expériences. OK. Fait que là, vous avez vos accès, hypothétiquement, et votre code. Fait que là, maintenant, vous faites quoi? Là, c'est là que je vous dis, mon homme ou ma fille ou mon ami, non genré, bon, il faudrait comme un petit peu comprendre c'est quoi un cluster, une grappe de calcul. Donc, je vais vous passer un petit peu c'est quoi l'architecture de base, sans aller trop dans les détails. Vous montrer c'est quoi la procédure de connexion aux ordinateurs, comment préparer son code. C'est plutôt trivial, vous allez voir, c'est des commandes. Pas besoin de les connaître par cœur encore une fois. Pour finalement vous permettre de lancer vos XP, puis après ça, ramener vos résultats pour faire l'analyse de données chez vous. Parce que c'est des ressources de calcul, pas des ressources de haha, c'est mon ordinateur personnel. Ce qui donne une vibe différente. All right. Donc, l'architecture de base d'un serveur, admettons, chez Calcul Canada, ça ressemble. Calcul Canada, c'est l'ARN. Hein? Ça se peut que je le dise pas mal, parce qu'avant, c'était Calcul Canada. Et il y a beaucoup de leur nom de domaine que c'est encore Calcul Canada, mais en tout cas. Donc, quand je dis Calcul Canada, c'est l'ARN, et quand je dis l'ARN, c'est Calcul Canada. Donc, OK. Ça pour dire, dans l'architecture de base, il y a 4 composantes clés. La première chose, c'est le node connexion, le login node. Ça, c'est là que vous êtes tout le temps, en presque permanence. C'est votre interface avec tout le reste des serveurs, donc de l'ordonnanceur, de notre calcul, du système de fichiers. Ensuite, il y a l'ordonnanceur. L'ordonnanceur, c'est un ordonnanceur. Dans le fond, ça ordonnance les jobs, les requêtes de jobs et de ressources qu'ils peuvent recevoir de différents utilisateurs à partir des nœuds de connexion. Heureusement, celui-ci s'appelle Slurm et il est donc très sympathique. Petite image de Futurama que je n'ai pas citée, en tout cas. Et ensuite, il y a le nœud de calcul, finalement, qui est quelque chose auquel vous n'allez probablement jamais avoir accès ou très peu, à part pour faire quelques tests, auquel est rattaché un système de fichiers, donc qui est comme relié au nœud de connexion et au nœud de calcul. Vous allez voir, ça va vraiment se clarifier tantôt quand je vais vous faire une démonstration. Mais essentiellement, c'est les 4 points clés de l'architecture de base des grappes de calcul chez Calcul Canada ou de l'ARN. Et donc, pour se connecter aux ordinateurs, ça c'est la place où vous vivez en tant qu'utilisateur, plutôt quand vous êtes sur ces grappes-là, c'est tout simplement une connexion SSH avec votre nom d'utilisateur, le nom du cluster .computecanada.ca, parce que même si c'est l'ARN, je vous l'ai dit, il garde un nom de domaine de l'ancien temps. Et donc, les clusters names, ça pourrait être Beluga, Narval, Cedar, Graham, qui sont les 4 grappes qui sont comme mises de l'avant en ce moment par Calcul Canada, qui sont les plus récentes et ceux-là qui sont encore supportés, en fait.
Narval étant la plus récente, Beluga la deuxième plus récente, puis les deux autres, je ne me rappelle jamais c'est quoi l'ordre. Mais essentiellement, Beluga Narval au Québec. Donc, toujours le fun de les encourager. Le nœud de connexion, en fin de compte, juste, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais c'est l'interface que vous avez en tant qu'utilisateur au nœud de calcul, puis à tout le reste des ressources sur les serveurs de Calcul Canada. Vous vivez dans cet espace-là. Moi aussi, en fait, d'ailleurs, en tant que chercheur. Donc, c'est pas là que vous devriez rouler vos programmes. C'est un endroit d'accueil qui, après ça, dans lequel vous pouvez faire des demandes d'allocation de ressources pour rouler des expériences. Ça va se clarifier plus tard. Mais c'est vraiment important de ne pas rouler vos programmes ici, sinon vous allez vous faire taper les doigts. Par moi, puis par le support technique, surtout. All right. Donc, une fois que vous êtes connecté, peu importe ce que ça veut dire pour l'instant, ben, vous voyez comme ça. Vous voyez le Nearline, le Project, le Scratch, quand vous faites ls d'ailleurs, qui est listez-moi toutes les directories que j'ai accès en ce moment. Et quand vous êtes sur la login, vous faites ls, vous voyez Nearline, Project, Scratch. Puis ça, c'est les différentes parties du système de fichiers. Project, c'est pas mal là où votre code va vivre. Scratch, c'est là où vos résultats vont vivre si vous écrivez beaucoup. Puis Nearline, probablement que vous n'allez jamais utiliser votre vie. Mais en tout cas, ça existe. Puis dans le fond, tout ce qui est important pour vous de savoir, c'est probablement que vous allez mettre votre code dans Projects. Dans Projects, là, il y a un autre projet qui est... Oh, j'ai un cheveu qui flotte. Def, nom du directeur de recherche pour vous, avec votre nom, ou le nom d'utilisateur que vous avez décidé, comme là, ce serait à la rouche. Et là, vous mettez votre code là, puis paf, vous avez déjà une bonne étape de fait. Vous êtes rendu sur le cluster avec votre code. Puis pour apporter votre code, bien, vous pouvez tout simplement faire un git clone. Si votre code est sur Git, sur n'importe quel repo Git, que ce soit GitHub, GitLab, ou il y en a sûrement d'autres, le 4 Café, entre autres, là, plein d'affaires de même. Des plus obscurs, mais bon, ça existe. Puis pour apporter vos données, ce que vous pouvez utiliser, c'est Globus ou SFTP, qui sont deux technologies qui permettent de transférer des fichiers entre différents serveurs. Globus a une interface graphique qui est quand même très agréable pour une personne qui est moins à l'aise avec un terminal. SFTP, puis aussi Globus est plus efficace que SFTP pour des gros volumes. Et SFTP, ben, c'est juste une commande que je vais vous montrer tantôt comment l'utiliser. Cool. Donc, ensuite, pour préparer votre code, donc, la première chose à faire, c'est de créer un environnement virtuel. Donc, on a parlé un petit peu avec Frédéric. Mais dans le fond, ce que vous allez faire, c'est que sur la login node, vous allez écrire module load python / la version de Python que vous voulez avoir. Donc, 3.8 n'est pas un mauvais choix. Ensuite, vous allez faire virtual env node unload, le nom de votre environnement. Vous allez sourcer cet environnement-là, source env bin activate. Ensuite, vous allez pip install tous vos packages avec les requirements txt que Frédéric vous a montré tout à l'heure. Puis la prochaine étape, c'est tout simplement de tester son code en accédant à un nœud de calcul de manière interactive. Ça, vous pouvez faire une belle commande qui s'appelle salloc avec les paramètres ici, qui sont tout simplement le nom de compte sous lequel je veux rouler. Habituellement, c'est le nom de votre directeur, parce que c'est lui qui possède comme un peu votre accès aux ressources de calcul, avec, disons, un GPU qui serait Gress GPU. Ensuite, le nombre de CPU que vous voulez par tâche, donc ici, ce serait 3, avec la quantité de mémoire, donc 32 000 MB ici. Puis, pour, disons, 1 heure, le temps juste de tester votre boucle d'expérience. Puis, ça vous permet de vérifier que le script fonctionne bien. Vous le laissez rouler quelques itérations. Puis après ça, vous arrêtez là. Okay? Si ça marche, ça va bien. La prochaine étape, c'est de se faire un script de lancement d'expérimentation à plus grande échelle. Donc, là, on a des exemples ici. Oh, ils sont quand même petits. OK. De toute façon, ils sont disponibles en ligne. Mais en gros, vous allez tout simplement faire les mêmes commandes que vous aviez ici là, sur votre salloc. Là. Vous allez les mettre en header. Là. Les premières choses qui sont dans votre script en haut ici. Ici, je vais juste me déplacer la commande. Ici, les mêmes commandes que vous avez dans votre salloc. Puis en haut, c'est juste les salloc. Faites littéralement juste copier-coller. Ce que je disais pendant que j'étais là-bas, je ne sais pas si vous m'avez entendu, mais essentiellement, les premières lignes que vous avez en haut dans votre script.shell, faites basically copier-coller les mêmes affaires tout le temps, puis vous les modifiez un petit peu selon votre goût. Puis c'est les mêmes commandes que vous aviez précédemment ici, dans le salloc. Cool. Puis après ça, ce que vous pouvez faire, c'est vous loader vous répétez ce que vous avez fait manuellement aux étapes précédentes, en fait, puis vous les mettez dans un seul script qui va rouler ça séquentiellement. Donc, vous allez loader le Python, vous allez faire un environnement virtuel juste en dessous. Idéalement, vous le faites dans ce script-là, votre environnement virtuel, pour des raisons de performance.
Puis ensuite, vous préparez vos données, tout simplement comme votre projet, vous l'auriez fait. Puis vous lancez ça avec Python, le nom de votre script, puis les arguments que vous voulez bien. Puis ben, ça, c'est 90% de la job qui est faite. Vous pouvez faire ça avec les utilisateurs comme Vim ou Nano. Si vous n'avez pas peur de rester pris, je vous conseille Vim. Si vous n'êtes pas très connaissant, Nano, ça fait très la job aussi. Donc, pour lancer ces XP, les paramètres importants qui sont un peu les mêmes paramètres que vous aviez dans Saloc avant, qui étaient le nombre de CPU, la quantité de mémoire, le temps, si vous vouliez un GPU, c'était avec Grace GPU, puis le nom de compte. Le nom de compte est nécessaire d'ailleurs. C'est tout simplement ces paramètres-là que vous rapportez dans votre script. Puis ensuite, tout ce que vous faites, c'est que vous demandez à l'ordonnanceur de lancer votre script. Vous faites la commande magique, vous faites l'invocation batch avec votre script shell. Oui? Puis là, l'ordonnanceur, il dit « Cool, je veux une personne qui voulait 3 processeurs, un GPU. » Il met ça dans une file d'attente selon le temps que vous avez demandé puis la quantité de ressources que vous avez demandé, puis éventuellement, il vous fait rouler. C'est pas plus compliqué que ça. Puis habituellement, il ne vous fait pas trop attendre longtemps. Oui? Juste une question. Le temps, est-ce que c'est comme on fait un estimé du temps que ça prendrait? Bonne question. La question, c'est comment est-ce qu'on c'est le temps qu'on a ici, là, la question, c'est est-ce qu'on en fait un estimé? Comment est-ce qu'on détermine c'est quoi le temps? C'est une bonne question. Je vais venir un petit peu plus tard, mais je vais répondre maintenant. Ce que tu peux faire, c'est, disons, précédemment, vous aviez fait votre Saloc, vous aviez vérifié que le script fonctionnait bien, puis disons que vous l'avez fait rouler 10 itérations. Maintenant, vous aviez une boucle d'entraînement, right? Bien, vous savez à peu près c'est combien de temps que ça prend 10 itérations. Fait qu'à partir de ça, vous pouvez dire, si j'en ai 10 000, je peux ajuster mon time limit en fonction de ça. Puis, cette time limit-là, vous êtes mieux de l'avoir plus grande que pas assez. Parce que quand cette time limit-là est atteinte, l'ordonnanceur fait juste shut down votre job. Puis, si vous étiez à ça d'avoir les résultats, là, vous êtes à ça d'avoir les résultats. T'sais. Fait que c'est mieux d'en demander plus. Puis, je vais y toucher. Là, il y a des tactiques. Tu peux gamer le système, en fait, parce qu'il y a des files d'attente. Je vais y venir plus tard. Mais essentiellement, c'est ça. Tu peux voir aussi, probablement que ton script, avant de le déployer à grande échelle sur un cluster comme ça, tu l'as fait rouler sur ton laptop un tout petit peu pour savoir si ça fonctionnait et tout. Fait que, tu peux t'inspirer de ça aussi pour déterminer la quantité de temps que tu veux le faire rouler. Ouais. Puis, tu sais, il n'y a pas de gêne à rouler ça 24 heures ou 7 jours. C'est là pour ça. Oui? Est-ce que l'ordonnanceur va libérer les computes automatiquement si la tâche est terminée avant la fin du... Bonne question. La question, c'est est-ce que l'ordonnanceur va libérer les ressources de calcul automatiquement si la job se termine avant? La réponse, c'est oui. En fait, l'ordonnanceur Slurm, il prend toujours en compte votre script, là, lancement xp.shell, il le wrap. Il le met dans un wrapper, puis lui, il sait quand est-ce que ça l'a starté, puis quand est-ce que ça l'a fini. Fait qu'aussitôt que le lancement xp.shell, il termine, l'ordonnanceur Slurm, il dit « Cool, ça, c'est plus nécessaire. Je ramène les résultats sur la login node où ce que vous êtes, là, en général. » Puis, il libère les ressources, puis la prochaine personne peut les utiliser. C'est très efficace comme ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? Super. En ligne, y a-t-il d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions. Super. Good. Hey. Fait que c'est pas mal ça. Puis là, encore une fois, on s'entend, c'est des commandes que je vous garoche. Le but, c'est pas de se rappeler c'est quoi les commandes. De toute façon, j'ai fait une cheat sheet, vous pouvez juste la copy-paste, puis vous avez à peu près 90% de la job qui est faite. Là. Sans blague. Là. OK. Donc, là, on arrive. Vous avez lancé vos XP, puis mettons, ça s'est bien passé parce que vous n'avez pas eu de time limit problem. Ça n'a pas planté ou whatever. Parce qu'il n'y a rien de pire, en fait, que de lancer vos XP, de ne pas avoir fait le test, d'avoir demandé 25 processeurs, 10 GPU, ça roule pendant 10 heures, puis ça plante. Parce que là, Slurm est comme « Hey, mon grand, tu demandes beaucoup de ressources, mais tu n'utilises pas bien comme du monde. » Fait que ça pénalise votre priorité dans les fils. OK. Mais admettons que ça ne s'est pas passé, que l'univers est beau, qu'il est bien fait, et donc que vos expériences, ils vont fonctionner bien. D'ailleurs, il est quelle heure? Juste comme ça. OK, je commence à déborder. Super. Laisse full de temps. OK, donc, dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 places dans le système de fichiers qui sont comme les 3 places que vous pouvez écrire, peu importe. Là. Il y a Project, ce que je vous ai montré tantôt, il y a Scratch, puis il y a Nearline que je vous dis que vous n'avez jamais utilisé. La raison pourquoi vous n'avez jamais utilisé Nearline, c'est parce qu'habituellement, c'est pour des données inactives. Puis, en tout cas, je sais pas, là, moi, je me fais pas un plaisir de laisser des données traîner sur des clusters des autres. Fait que je les ramène chez nous, d'habitude.
Mais essentiellement, Projects, vous mettez là votre code, vous pouvez aussi mettre des résultats si vous n'écrivez pas trop souvent. Puis, si vous écrivez vraiment souvent des résultats, vous les mettez dans Scratch. Je vous explique pourquoi. Dans le fond, Projects est rattaché vraiment à la login node. Puis, si vous faites beaucoup des input-output operations, donc lire, écrire d'un fichier, ben, ça ralentit la login node pour tous les gens qui sont dessus. Fait que les gens qui essaient de rouler en même temps que vous, là, qui font juste rentrer des commandes, là, justement pour setuper leurs expériences, là, ben, eux, vous les ralentissez. Puis ça fait quand même sur le top. Donc, habituellement, on essaie d'éviter ça. Et donc, pour les opérations qui font beaucoup de input-output comme ça, ben, il existe le Scratch qui est là exactement pour ça, qui est fait pour gérer ces genres d'opérations-là puis qui ralentit personne. C'est pas une mauvaise pratique d'écrire puis de lire beaucoup. C'est juste qu'il y a des places où le faire puis des places où pas le faire. Donc, c'est ça. Ça, c'est le facteur déterminant qui va déterminer où est-ce que vous écrivez vos fichiers. Cool. Et donc, après avoir fait SBatch, vous pouvez surveiller vos expériences pour savoir s'ils ont bien roulé, s'ils ont planté. Après avoir fait SBatch, exactement, l'ordonnanceur s'occupe de tout. Puis l'expérience, est encapsulée dans une job. Le jargon, c'est vraiment une job. Puis c'est comme ça, d'ailleurs, que Slurm sait quand libérer les ressources et quand les garder. Puis là, mettons, vous êtes très curieux, comme probablement, si vous arrivez à faire des stages de recherche, ben, vous voulez valider que tout se déroule bien. Fait qu'il y a deux commandes qui sont plutôt importantes. C'est SQ, qui est le S, le préfixe de S sur toutes les commandes, c'est Slurm. Fait que c'est la première chose à se rappeler. Puis Q, c'est la file. Fait que tu peux juste voir la liste des exploits que Slurm voit pour toi quand tu as demandé des allocations. Right? Puis ensuite, il y a Ceph, qui est S Slurm Efficacy ou Efficiency. De toute façon, ça vous donne un peu une idée de ce que ça montre. Avec la job ID, comme je vous disais, une expérience est encapsulée dans une job, ça a un job ID. Vous pouvez tout simplement faire Ceph avec la job ID, puis ça vous montre les statistiques sur la job, donc le temps depuis le début de la job, à quel point les ressources sont bien utilisées avec les cœurs. Donc, si vous êtes proche de 100%, félicitations, ça va super bien, je suis vraiment fier de vous. Et donc, c'est pas mal ça. Là, on va parler des pièges fréquents, parce que si vous surveillez vos XP, puis vous réalisez que quand vous les surveillez, c'est pas exactement ce que vous attendiez, ben d'abord, il y a 4 gros pièges fréquents que j'ai relevés dans mon expérience de 5 ans avec ces grappes-là. C'est souvent, les gens, ils recodent leurs emplacements de fichiers. Fait qu'ils font leur code chez eux, puis là, c'est comme home, je sais pas, Torben, / document, / le code. Puis là, c'est comme les emplacements de fichiers sont sur son laptop à lui, mais quand il envoie ça sur la grappe de calcul à Calcul Canada, ben c'est rendu home, T. Johnson, tout ça. Est-ce que je suis en train de te doxer bien raide? Mais de toute façon, essentiellement, c'est que quand tu pars pour écrire tes résultats ou tes fichiers, ou tu veux charger un fichier, peu importe c'est quoi, ben l'emplacement, il est plus bon. Fait que ça, c'est la première chose à faire, c'est probablement de ne pas les hardcoder ou de les mettre dans des constantes qui sont facilement modifiables, qui affectent la grandeur du fichier, pour éviter de devoir, justement, fouiller dans votre script Python, changer les strings une à une, puis là, ben, réessayer à chaque fois. C'est quand même lourd. Ensuite, le deuxième piège fréquent, c'est de ne pas installer vos packages avec pip noindex. Ça ralentit le code parce qu'habituellement, Calcul Canada, ils maintiennent des packages qui sont optimisés pour leur hardware, leur matériel. Fait que quand tu fais noindex, dans le fond, tu passes par les packages directement compilés par Calcul Canada. Ça roule habituellement plus vite. Oui, Torben? Tu me l'as déjà dit, mais j'ai oublié. C'est quoi que tu fais quand les wheels ne sont pas disponibles sur le Calcul Canada? Bonne question, je ne voulais pas en parler, mais j'ai pas le choix. Tu peux aussi l'ignorer. Non, c'est une très bonne question parce que ça va arriver. La question, c'est des fois, les wheels, les packages de Calcul Canada ne sont pas déjà compilés pour toi, puis s'il n'y a pas nécessairement accès, ça peut faire en sorte qu'en fin de compte, tu ne peux pas tout installer tes paquets avec pip noindex. Habituellement, ce que je vais faire, moi, quand ça m'arrive, soit je vais espérer que. Bon, il y a 3 choses. Soit je vais espérer que le code source du package y aille comme un setup ou une config qui me permet de le compiler on the fly sur les clusters de Calcul Canada.
Si ce n'est pas le cas, je vais espérer qu'il y a un egg file, qui est un peu le même principe, mais c'est juste un autre standard. Sinon, ou si un weird est déjà disponible en ligne qui n'est pas compilé par Canada, mais qui est déjà compilé, je vais l'amener sur le cluster puis l'installer à partir de là. Puis la dernière chose, c'est que s'il n'y a aucune de ces options qui marche, ben, je vais le compiler moi-même. Parce que c'est ça. J'aime pas ça quand c'est pas compilé. Je sais pas. C'est une habitude, je le compile moi-même. Sinon, c'est pas mal les 4 choses que je vais faire. Mais ça, c'est dans l'ordre. C'est vraiment le dernier recours. Je vais essayer de pas le compiler moi-même si je peux l'éviter. Mais c'était pas ça arrive. Cool. Troisième piège fréquent, c'est de ne pas faire un petit test parce qu'il n'y a rien de plus stress que de demander 25 GPU puis que ça plante tout puis qu'en fin de compte, tu as gaspillé ton temps et le temps des autres. Puis aussi, la dernière chose, c'est de demander beaucoup de ressources sans les utiliser. Parce que là, c'est beau de demander 25 CPU si ça vous tente. Vous y avez accès, vous avez vu comment c'est facile. Vous faites juste une petite demande avec une commande. Mais si votre code, vous n'y avez pas demandé explicitement d'utiliser 25 CPU, bien, il y a des fortes chances qu'il va juste faire cool, j'en ai plus que j'en ai besoin, puis il ne va pas l'utiliser. Fait que c'est de connaître ses librairies, puis ses packages, puis de savoir comment leur demander d'utiliser les ressources de calcul. Fait qu'avec NumPy, par exemple, qui est quelque chose qu'on utilise beaucoup, c'est tout simplement d'exporter la variable d'environnement UMP NumThread, puis de mettre le nombre de CPU que vous avez demandé. Ça peut se faire directement dans le code, vous pouvez le faire avec le script shell que vous avez envoyé à SBatch. C'est pas plus compliqué que ça, mais il faut le faire parce que sinon, même si vous demandez 25 CPU, il y a des fortes chances qu'il y en ait juste un qui est utilisé. Puis ben, vous avez gaspillé un peu les ressources. Bon, parlons un peu de concepts avancés. Là. Encore une fois, c'est pas du bourrage de crâne, c'est plus de savoir que ça existe. Puis la mécanique générale. Donc, tantôt, je vous disais, ça accélère vos XP. Il y a beaucoup de ressources, mais une fois que tu veux faire un volume d'expérience pour avoir une force statistique dans tes affaires, comment tu fais ça de manière élégante et facile sans toujours faire SBatch avec le script 1, SBatch avec le script 2. Ben, tu peux tout simplement faire lancer 25 fois ton script en ajoutant le paramètre array 1.25 dans ton script SBatch ou ton salloc. Puis ça va automatiquement spawner 25 fois ton script. Idéalement, tu changes le seed à chaque fois pour éviter de répéter tes expériences identiquement puis de finalement pas avoir de force statistique derrière ton XP. Ensuite, il y a les concepts de fil de priorité. Tantôt, on parlait du time limit qu'on avait sur la job. Donc, il y a des fils de priorité sur les clusters. Les fils de priorité sont déterminés sur la durée que vous demandez sur votre job, puis sur la quantité de ressources. Puis la manière que ça se fait sur le temps de calcul que vous demandez, c'est que vous avez une file de priorité à 3 heures et plus, à 12 heures et plus, à 24 heures et plus, à 3 jours et plus, à 7 jours et plus et 28 jours et plus. OK? Fait que si vous comprenez, c'est que si j'ai une job de 8 heures, ben la prochaine file, elle commence juste à 12 heures. Fait que je devrais demander 12 heures. Ça résonne-tu avec ce qu'on se disait tantôt? Oui. Cool, c'est bon. Fait que c'est pour ça que, tu sais, ça sert à rien de calculer ta job à minute près. Tu vas rien gagner à faire ça. De toute façon, ta job va finir à peut-être 10 heures. Ben cool, j'en avais demandé 12 puis j'ai jamais passé proche de péter mon temps. Puis des fois, ça arrive que même si une job roule à 10 heures pendant 10 heures, puis qu'elle termine, il y en a une autre qui peut durer 11 heures sans qu'il y ait d'anomalie dans votre code. Parce que tout simplement, vu que c'est partagé, tout dépendamment comment les ressources sont sollicitées, ben, ça peut faire en sorte que votre code roule moins vite ou plus vite. Right? Fait qu'il y a toujours ça. Mettez-vous tout le temps un buffer. Habituellement, c'est une bonne pratique. Puis, il y a finalement les priorités individuelles. Puis ça, c'est les priorités par rapport aux ressources de calcul. Donc, une personne qui demande beaucoup de GPU, disons, ben, si je demande toujours 100 GPU tout le temps, à chaque jour, éventuellement, ce ne sera pas long, j'y viens, le Slurm va dire « OK, mais là, il faut comme que tu laisses les autres aussi calculer. » Fait que vous avez une priorité qui est inversement proportionnelle à votre utilisation de la ressource en soi. Puis ça, c'est divisé par processeur, par CPU, puis par GPU. Right? Fait que c'est pas mal ça. Fait que c'est pour ça que vous voudriez probablement éviter de rouler longtemps puis de ne pas avoir de résultats parce que sinon, vous avez plus de difficultés à avoir des ressources après. Juste parce que vous en avez utilisé plus, pas parce que vous avez planté, en fait. Donc, c'est ça. Oui?
est-ce que les fils de priorité sont comme séparés par bloc ou c'est juste que donnent plus souvent, mettons, pour les fils de 3 heures? Ah ouais, excuse, c'est une excellente question. J'ai oublié de la mentionner. Là. La file de 3 heures est incluse dans la file de 12, de 24 heures, de 3 jours, de 7 jours, de 28 jours. Fait que tu as toujours plus de chances de passer dans celle de 3 heures, juste parce qu'elle était englobée dans toutes les autres aussi. Ouais. Excellente question, oui. Pendant une fois, mais disons que je vais faire l'optimisation bayésienne, que je voulais genre changer les divers paramètres. Ouais. Mais c'est des ROM indépendants. Comment que je passerais l'information à chaque ROM? Tu utilises Raytune, qui est fait pour faire du distribué. Et puis, faire ça. C'est bon. Concept avancé. Cool. Après ça, bon, rapatrier les résultats, c'est rien de sorcier. Si vous avez des petits volumes, SFTP, ça fait la job, mais c'est quand même pas optimal. Globus va toujours faire la job pour des petits volumes et des gros volumes. Puis là, vous êtes comme, c'est quoi Globus? Puis là, je suis comme... OK, c'est... Globus, OK. Je ne ferai pas de tutoriel là-dessus parce que c'est bébé comment c'est facile. Puis c'est... Écoutez, c'est une interface graphique, là. Il n'y a rien de sorcier. C'est littéralement, vous êtes habitué d'avoir votre navigateur là, sur Windows ou sur Mac, là, où vous voyez vos fichiers. Là. Même affaire. Okay? Mais c'est juste que d'une part, vous avez un panneau qui vous dit ça, c'est le serveur Beluga, puis ça, c'est ma maison. Puis là, tu fais comme, t'es choisi, puis t'es envoies. Puis le Globus, c'est comme, fait que les envoie. Super nice. Fait que c'est un logiciel de transfert des données, ça pour dire. Il y a un accès gratuit avec un compte de l'ARN, de l'Alliance de recherche numérique. Il y a une interface graphique, super nice, facile d'utilisation. Hence, pourquoi je ne fais pas de tutoriel. Ça nécessite, par exemple, l'installation de Globus Connect Personal. Les gens sur Mac, sur Windows, ça va super bien aller. Après ça, sur Ubuntu, ça va super bien aller. Puis là, sur Arch, t'es comme... en tout cas, ça a été mon expérience, puis je suis trop vache pour le compiler. Fait que je fais comme ça. En tout cas. Mais c'est ça, ça existe. Puis la plupart des distributions Linux vont le supporter. Pour les autres affaires qui sont mainstream, absolument, c'est très très bien supporté. Fait qu'il n'y a pas de problème. Sinon, compiler, là. Grosse joke. Cool. Fait que là, OK. Là, j'ai comme bourré le crâne de ma raide, mais je vais vous montrer comme que c'est vraiment pas si compliqué que ça en faisant une démonstration, puis en faisant, c'est sûr qu'il y a comme le dieu des démos va comme faire haha, ça marchera pas comme tu veux. Fait que, puis en même temps, si vous voulez l'essayer, là, si vous avez genre un laptop, une ligne de commande, là, un terminal, vous pouvez le faire en même temps. Là. Vous allez sûrement pas le faire aussi vite que moi, mais juste tellement bon. Puis c'est parce que j'ai tout copy-paste mes commandes quelque part, fait que c'est sûr que vous n'allez pas me battre. Si vous me battez, par exemple, vous méritez un prix, vous venez me voir, je vais vous donner 20$ après. Okay. Pardon? Oui, je peux zoomer. Je peux-tu zoomer? Zoom? Zoom in? Puis encore? Zoom in? C'est-tu correct, ça? Oh, pas tant, hein? OK. Ça un petit peu, ouais. Ça s'en met-tu correct? C'est-tu? Ouais. OK. J'ai aucun de... OK, cool. Right. Fait que SSH, là, c'est user01, c'est mon nom d'utilisateur à moi. Bootcamp ID 2023, c'est le nom du cluster symbolique. .calculquebec.cloud parce que j'utilise Magic Castle parce que aussi bien j'ai contribué. J'ai un pull request qui fait que c'est un typo. J'ai dit tantôt. OK. Fait que là, tu te connectes. Puis là, le mot de passe, on a tous le même mot de passe si vous voulez suivre en même temps. C'est gentil 4 furet avec pourcentage. Je m'en suis rappelé. Dieu des démos, mais jusqu'à la date, il m'aime bien. Okay. Fait que là, comme j'ai dit tantôt, vous faites ls, elle liste le directory sur lequel vous êtes. Vous avez project puis scratch. Fait que là, vous faites cd projects. Puis là, vous avez def sponsor 00. Ça serait sponsor nom du directeur. Comme moi, c'est Audrey Durand. C'est littéralement def à Durand. Puis après ça, tu t'en vas sur ton nom d'utilisateur à toi. Fait que c'est user01. Puis là, tu es rendu chez vous. Cool. Puis là, j'ai déjà fait un environnement virtuel parce que je suis comme pas capable non plus. J'ai fait une démo. Je vais pas me donner plus de troubles que j'ai besoin. Fait que j'ai fait un repo. Je vais juste git clone ce repo-là. Non, pas si tu as une clé SSH sur le cluster, que tu peux mettre en fait, si tu veux, interlude. Tu peux aller dans vim.ssh. Pas dans non-host, tu vas aller dans... en fait, tu vas être... Ah, il y a juste non-host. Mais tu pourrais mettre ta clé publique sur le cluster, puis une clé privée pour le cluster pour pull de GitHub en SSH, au lieu de passer par HTTPS. Right?
c'est peut-être que j'ai perdu des gens, mais t'es pas obligé d'être privé. Puis quand tu vas être rendu là, Google it. Cool. Right. Fait on est dans User 01, puis là, j'ai cloné mon tutoriel CC. Ça, by the way, c'est ça l'URL, si vous êtes vraiment rapide. Sinon, il est public sur GitHub. Puis là-dedans, j'ai un script, script.py, qui fait littéralement juste importer Torch, torch.n, qui déclare un modèle, qui l'appelle, après ça, qui montre c'est quoi le modèle, puis après ça, il fait juste passer un tensor dedans. Super simple. Puis après ça, il fait exactement ce que je vous ai dit de ne pas faire tantôt, qui est de hardcoder un path, mais c'est une démo. Fait que c'est pas grave. Cool. Puis essentiellement, ce qui est important de voir, c'est qu'il va sauvegarder ça dans Models, qui est un de mes dossiers ici. Ouais, vous le voyez tous. Modèle en bleu. Fait que c'est ça. Puis là, j'avais un requirements.txt qui est juste littéralement Torch puis NumPy. Fait que j'aurais fait pip, install, faire requirements. Puis là, j'aurais no index. Ça serait ça ma commande qui installerait tous mes packages. Cool. Fait que là, ce que je ferais, c'est probablement un salloc pour tester. Fait que je ferais salloc que j'ai déjà fait. Je vous l'ai dit, vous ne serez pas plus vite que moi. Hein? Fait que là, j'ai demandé un salloc avec le sponsor, le compte def sponsor 00 qui est mon superviseur, symboliquement. Après ça, j'ai demandé un CPU, j'ai dit donne-moi 2 GB de RAM, puis laisse-moi rouler pendant 1 heure faire mes tests. Fait que là, ce que je vous ai dit tantôt, c'est que vous allez vouloir faire. Vous avez un environnement virtuel, idéalement, qui était en arrière, right? Qui était ici. Fait que là, j'ai juste source, l'environnement virtuel, pour avoir mes packages Python puis mon interpréteur local. Cool. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Python script.py pour le tester. Right? Puis c'est comme, ça marche. Yes. Je suis tellement content, vous n'avez aucune idée, parce que ça aurait pu planter, j'aurais l'air vraiment imbécile. Alright. Fait que là, ça marche. Cool. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais faire exit. Fait que là, c'est à ce moment-là que Slurm, il dit à la madame en arrière, il dit « Madame, c'est super nice, maintenant je peux laisser les ressources aux autres. » Right? Quand vous sortez cette allocation-là. Pour faire un rappel. Cool. Fait que la prochaine étape, c'est tout simplement de faire votre batch script qui est ici. Fait que, en fait, vous voyez que mon script, la première chose que j'ai, c'est que c'est bin bash. C'est vraiment standard pour dire que c'est un script bash. Ensuite, je demande le nom de compte que tout à l'heure j'avais. J'ai dit, donne-moi 2 GB de RAM au lieu de 2000 MB, mais c'est la même chose. Aussi, j'ai dit, envoie-moi un courriel quand c'est fini. Puis j'ai dit, envoie le courriel à youremail@whatever.com. Puis là, en tout cas, le sysadmin de whatever.com, il ne pas m'aimer, mais en tout cas, pour l'instant, ça va être ça. J'ai aussi de me donner une tâche. Ça, c'est une valeur par défaut que Slum il garde. C'est un peu superflu ici, mais j'aurais pu en demander 10. Puis ça, c'est juste pertinent quand tu utilises des librairies un petit peu plus avancées comme NPI. Ensuite, je dis, donne-moi un CPU par tâche. Là, j'en ai une, fait que c'est juste un CPU. Puis je dis aussi, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas marqué dans mes slides, mais de toute façon, je dis, hey, garde-moi un log de ce que mon logiciel écrit. Fait que quand vous voulez vous garder une trace un peu de savoir où est-ce que vous êtes rendu, il peut écrire dans un fichier de journalisation, puis en même temps, ça vous permet de traquer c'est où est-ce que votre expérience est rendue. Ça fait un peu partie de la sous-routine de surveiller votre expérience. Ouais. Puis là, ce que je dis aussi, c'est dans le script, je dis, cool, l'autre Python 3.8, fais-moi un environnement virtuel, puis installe les requirements.txt que j'avais précédemment. C'est pas mal ça. Ça, c'est plus rapide parce que ça fait moins de input-output sur votre serveur. Puis après ça, tu fais juste rouler Python script.py. C'est basically la même chose que j'ai faite in a nutshell depuis le début. Cool. En passant, sortir de Vim, c'est 2 points Q. Point d'exclamation. Point d'exclamation, c'est juste si vous ne voulez pas écrire. Vous pouvez juste faire 2 points Q. Okay? C'est ça le secret. On n'est pas si intelligent que ça en informatique, on le sait juste. Alright, là, ça fait longtemps que j'arrête d'en niaiser puisqu'il était 50. OK. Fait que là, je vais faire sbatch, batch script. Puis là, submitted batch job 10. Puis là, j'ai pas SQ parce que c'est pas un vrai cluster. Puis là, c'est comme cool, j'ai une job, ça sera pas long. J'ai une job qui est en train de rouler avec CPU. Ça fait 5 secondes qu'elle a démarré. Elle roule sur une node, puis elle roule sur la node 1 spécifiquement. Fait que c'est quand il y a des problèmes, les serveurs, les sysadmins, ils le savent. Pas que c'est de votre faute habituellement, mais ça arrive. Puis là, tantôt, je vous disais, vous avez logs. Regarde, il est écrit dans slurmlog. Puis là, en fait, il a déjà fini de rouler, mais il vous expliquait qu'il est en train d'installer plein de packages. Puis qu'il a fini de rouler. Puis
Puis aussi, fun fact, ce sera pas long maintenant en arrière, je n'ai pas oublié. Vous avez Models, puis là, whoop, il y a Test Model. Tu sais, ça veut dire qu'il a sauvegardé, même s'il a fait ça sur le nœud de calcul qui n'était pas ici, le login où ce que mon terminal se trouve, il a rapatrié les résultats de la compute vers la login, comme ça vous y avez accès, puis vous pouvez juste ramener ça chez vous. Oui. Ah oui, je voulais savoir, ta variable slurm, IMPD, qui est utilisée dans ton shell script. Yes! Est-ce que ça fait partie de tes variables locales? Dans le fond, ça fait... Oh. C'est une super bonne question. Ouais. Ça, là, ici. OK, la question, c'est cette variable-là, slurm tmpdir, c'est une variable locale. C'est slurm, il la déclare automatiquement quand tu t'envoies sur le compute. Ouais, fait que tu as toujours accès à cette variable-là. Fait que c'est comme, c'est automatiquement, c'est là où ce qui t'a projeté toi sur la compute node, c'est slurm tmpdir. Fait que quand tu veux faire quelque chose proche de ton script, c'est slurm tmpdir, c'est là que tu fais ton environnement virtuel. C'est à peu près la seule utilisation que j'en ai faite, honnêtement, sur mes 5 ans que je l'ai utilisé, mais en tout cas. Ouais, c'est ça. Puis là, il y avait Models ici qui était comme ça. Ah, le... Ouais, ok, c'est beau. Ok, cool. Fait que là, maintenant, on a nos résultats, basically. Puis on a presque fini. Cool, on a testmodel.pth qui est basically un modèle entraîné. Pas vraiment. Fait que là, ce qu'on pourrait faire, c'est sftp user00 at bootcampid2023.québec.cloud. C'est la même commande SSH, mais tu as juste changé SSH pour SFTP parce que c'est SSH FTP. Fait que c'est encore gentil 4 furets pour ça. Cool. Fait que là, voyez-vous, je suis dans l'ordinateur, le serveur, puis je suis aussi chez moi en même temps. Parce que ça, c'est ce que j'ai LLS, c'est chez lui. Cool. Fait que là, ce que je pourrais faire, c'est cd projects de sponsor user 01. Tu fais CC. Tu fais models. Puis là, tu préfères get testmodels.pth. Il est téléchargé, c'est toi. Fait que là, il est ici, chez moi, pas sur le serveur distant. Cool. Fait que c'est pas mal. On a fait à peu près la loupe de ce que c'est migrer chez quelqu'un d'autre. Hey, ça, c'était petit. Vous l'avez-tu fait à peu près? En tout cas, je vais penser que c'était zoomé. Ah, ça fait vraiment... C'est bizarre. OK. Cool. Fait que ça ressemble à ça, la loupe. Fait que c'était ça, la démo. Hey, je me suis pas trop planté. Je suis quand même content. Ça va. Ça va pas pire, hein? Pas fini. Non, il reste un petit récapitulatif. Merci beaucoup du sentiment, par exemple. Je vais prendre ça comme un compliment. Vous avez vraiment hâte que j'aille fini. Merci. OK, récapitulatif. Fait que le HPC, ou le calcul de haute performance, c'est HP. C'est un gros ordinateur rapide. Ça vous permet de faire de l'accélération de votre recherche à coût moindre. Puis le pipeline général, c'est SSH dans le serveur, git clone vos affaires, envoyer vos données avec SFTP ou Globus, faire un environnement virtuel avec VirtualEnv, SLOC pour tester le script. Hey, d'ailleurs, VirtualEnv, je ne l'ai pas montré, là, mais en gros, c'est littéralement VirtualEnv. Puis là, excuse, c'était module load Python 3.7.8, excuse. Puis là, cool, j'ai un environnement virtuel, soudainement. Oui, ce sera pas long. Après ça, tu fais SLOC pour tester ton script, tu fais SBatch pour envoyer ça à grosse échelle, après ça, tu fais SFTP Globus pour rapporter tes résultats chez toi. Puis c'est ça.